Chers amis, amoureux du cinéma et de la musique, ce n'est pas incompatible, c'est même, je crois même très très important. Donc ces petits jingles choisis parmi beaucoup pour nous faire plonger donc directement dans le monde du cinéma à travers sa musique. Le héros du jour sera le réalisateur Georges Lautner pour une première émission. Georges Marion Charles Lautner, ça ne s'invente pas, né à Nice en 1926 et décédé à Neuilly-sur-Seine en 2013 à l'âge de 87 ans. Le cinéma en musique dans Cinéphonie avec Jean-Marc Elie. Georges Lautner, c'est plus de 50 millions de spectateurs en salle, pour ne pas parler des rediffusions encore actuelles à la télévision. Et évidemment, il fut un temps aussi beaucoup en cassette VHS et en DVD. Georges Lautner, incontournable. Tout le monde en a vu au moins un bout. Tout le monde sait au moins dire un de ses films. Par exemple, Les Tontons Flingueurs, au hasard, mais pas que. Et donc, comment on devient Georges Lautner, finalement, le Georges Lautner que l'on connaît encore aujourd'hui? Il est né au temps du cinéma muet. Son père était aviateur, héros de la Première Guerre mondiale et est mort accidentellement en avion quand il était très jeune. Sa mère, c'est une comédienne truculente, Renée Saint-Cyr, décédée à 100 ans en 2004 et qui jouera dans quelques-uns de ses films. Une dame très élégante, mais qui a un fond coquin, pervers, pour ne pas dire tout à fait intéressant. Et je crois que ça résume un petit peu quel a pu être l'environnement de Georges Lautner. Une petite revanche à prendre, étudiant pendant la Deuxième Guerre mondiale et très vite intéressé par le cinéma. Alors, il a essayé d'être acteur, mais ce n'était pas trop son truc, alors il a plutôt fait travailler les autres. Et il va commencer pendant une dizaine d'années par des petits boulots, on va dire. Voilà, il va, pendant son service militaire, faire partie du service cinématographique des armées. Il va en rencontrer quelques réalisateurs intéressants, comme Marcel Bluval, par exemple. Et il fut assistant, comme beaucoup. On débute comme assistant. Mais pas de n'importe qui, pendant plusieurs films, pour Sacha Guitry, dans les années 50, et d'autres réalisateurs. Et il va finalement réaliser son premier film tout seul, comme un grand, en 1958. Après plus de 10 ans d'apprentissage, ce sera La Môme au bouton. On y reviendra donc sur cette carrière. Voilà, c'est comme ça qu'on devient Georges Lautner, en travaillant et en cherchant sans cesse. Et ensuite, c'est un talent humain qui va le rendre attractif auprès de gens du métier les plus divers, y compris à la fin de sa carrière, puisqu'il tourne jusqu'à l'an 2000 avec des jeunes acteurs de nouvelle génération. Résumé, c'est 42 longs métrages, donc de 1958 à 92, puis 4 téléfilms à la télévision jusqu'à l'an 2000. Et donc, après un petit score, 140 000 entrées, La Môme au bouton en 1958. Alors, on en rêverait aujourd'hui, mais en 1958, c'est le 118e film de l'année pour ce qui est de son audience. C'est pour vous dire que les temps ont un petit peu changé. Mais très vite, ces scores vont devenir impressionnants. Le troisième film, déjà, Arrêtez les tambours, fait 1 600 000 entrées. C'est donc le succès public qui va s'emparer de lui. Et son 8e film, Les Tontons Flingueurs, fera plus de 3 millions d'entrées. Déjà à l'époque, alors pas des rediffusions évidemment, et c'est en 1963. Loin de ne faire que des parodies d'espionnage ou du monde des gangsters un petit peu caricaturaux, des comédies un peu faciles, Lautner s'essayera aussi à des films plus ambitieux, parfois durs et moins connus du grand public, comme Le Septième Juré, comme Galia, comme Sur la route de Salina, ou très tardivement La Maison assassinée en 1988, ou L'inconnu dans la maison, qui fut donc son dernier film comme réalisateur pour le cinéma en 1992. Il a donc cherché toute sa vie aussi des collaborations avec des écrivains, bien sûr, des scénaristes et puis des dialoguistes. Alors Michel Audiard sera évidemment son complice favori et Dieu sait qu'ils se doivent beaucoup l'un et l'autre, je pense, mutuellement. Et puis des acteurs réguliers. Alors il y en a qu'on voit beaucoup. Mireille d'Arc, 13 fois.
c'est pas mal, statistiquement parlant. Sa mère, 11 fois, mais là on pourrait parler de paternalisme à l'envers. Michel Galabru, Bernard Blier, 8 fois. Jean Lefebvre, Francis Blanche, 6 fois. Et même Jean-Paul Belmondo, 5 fois. On a l'impression qu'il est très présent dans les films de Lautner parce que ces 5 films, évidemment, sont de grands succès. Ainsi que Miu Miu, qui a pris un petit peu la suite de Mireille d'Arc. Voilà, quelques acteurs récurrents. Et puis aussi, de temps en temps, Michel Constantin, Lino Ventura. Des vieux couteaux, mais aussi des jeunes acteurs, puisque les derniers films vont faire jouer Patrick Bruel ou des acteurs de cette génération-là. Et pour la musique, Georges Lautner, très mélomane, a su apporter le plus grand soin à ses collaborations. Il va varier ses compositeurs. Il y en aura 18 différents pour 42 films, dont seulement quand même 12 une seule fois. Ce qui veut dire qu'il y en aura quand même quelques-uns qui vont revenir assez souvent. Et c'est jamais pour des questions de fâcherie, c'est parce qu'il essaye, il recherche parfois des nouveautés. On verra par exemple Serge Gainsbourg pour un film, le chanteur Christophe pour une musique très inspirée, Ennio Morricone 2 fois, musique originale, et même Francis Lay uniquement pour son dernier film. Alors les exceptions, c'est Georges Delerue 4 fois, Michel Magne 6 fois, mais surtout Philippe Sard 15 fois. J'en parlerai dans une prochaine émission. Place tout de suite donc à la musique avec un premier extrait. Je vous le laisse écouter d'abord. Musique d'ambiance sur ce qui est une ténébreuse affaire d'espionnage. L'espionnage, le policier, le politique, tout ça mêlé sera quand même sa tonalité générale dans ces films. C'est une musique qui n'est plus très connue aujourd'hui. Elle est de Georges Delerue quand même, donc un peu débutant à l'époque, mais qui va donc collaborer plusieurs fois avec Georges Lautner. On y trouve déjà Bernard Blier, un des acteurs qu'il retrouvera assez souvent. Le troisième film qui suivra, c'est Arrêter les tambours avec toujours Delerue. Et puis la série des monocles. 3 monocles avec Paul Meurice, espionnage déjà un petit peu parodique, dont la musique est de Jean Yatov. Mais le 5e long métrage, En plein cirage, nous permet avec Georges Delerue de nouveau de retrouver une musique bien intéressante. Alors, c'est pas trop à contre-emploi. C'est l'espionnage, c'est le policier, c'est l'intrigue, c'est l'énigme, c'est le mystère, c'est le suspense. Une charmante Martine Carole, donc grande actrice de cette époque. Francis Blanche, qu'on reverra souvent dans des rôles de type très très différents. Voici donc En plein cirage. Nous sommes en 1962. Le cinéma en musique dans Cinéphonie avec Jean-Marc Elie. C'est avec un ultime Delerue en 1964 qu'il va quitter ce compositeur, occupé sans doute à d'autres tâches, mais c'est parce qu'il en a trouvé d'autres aussi avec qui travailler. Ce film, c'est Des pissenlits par la racine. Le titre est tout un programme. On y trouve Louis de Funès, Michel Serrault qui joue un rôle d'un contrebassiste, un musicien, donc la musique a une très grande importance. Ça se passe d'ailleurs dans un théâtre avec une pièce de théâtre avec musique. Mireille d'Arc, c'est pas pour la dernière fois. Francis Blanche et quelques autres qu'on retrouvera souvent. Mais dans cette musique, il y a je dirais, de la musique dans le film. À un moment donné, Michel Serrault va dans sa petite famille pour faire la musique du dimanche. Alors il vient avec sa contrebasse, il va jouer avec Francis Blanche qui joue de la flûte traversière avec une perruque qu'on ne lui connaît pas, et puis une vieille tante qui joue de l'orgue électrique absolument insipide, et il joue une fugue un dimanche après-midi en plein milieu du film, la contrebasse étant d'ailleurs un instrument assez peu souvent mis en avant. Et on peut quasiment penser que c'est en direct, bien sûr, c'est enregistré, mais je ne résiste pas à vous faire entendre ce petit morceau de Delerue, Des pissenlits pour la racine,
Et on entend même le métronome de départ avant que les trois acolytes se mettent à jouer une petite fugue charmante. Je vous invite vraiment à le regarder, il n'est pas facile à trouver, il n'était pas diffusé en DVD à une époque, c'est des pissenlits par la racine, Lautner, et donc une très belle musique. Mais l'année précédente, c'est quand même les Tontons Flingueurs, en 1963, qui va marquer son année, parce que ça a été assez connu déjà à l'époque, et puis je crois qu'aujourd'hui, ça n'a jamais faibli un seul instant. La musique est de Michel Magne, alors un fou furieux qu'on a souvent déjà présenté dans cette émission, qui va, pour 6 films, donc illustrer une autre forme de folie, celle du réalisateur Lautner, du dialoguiste Audiard, des acteurs, parfois un peu imbibés, et voici par exemple une musique que Michel Magne a décidé de faire sur 4 notes. Toute la musique du film est faite sur 4 notes, qu'on a dit à un moment piqué du carillon de Westminster, un peu dans le désordre, et chaque fois dans un style très très différent. Il y en a une dizaine d'acceptions, j'allais dire, de ce thème, et il n'y a pas d'autre musique dans ce film, et c'est quand même assez extraordinaire, on n'y pense pas toujours quand on le voit. Alors, par exemple, voici le générique. Sur fond yéyé évidemment, avec donc une grille d'accords très simple, un peu rock'n'roll, et donc voilà, ces notes que l'on va retrouver. Alors par exemple, ça a servi il n'y a pas si longtemps à la publicité, ça vient de ce film, c'est joué au banjo et au piano un peu primitif. Voilà, je pense que même si vous n'êtes pas trop musicien professionnel, vous reconnaissez toujours ces mêmes notes de musique. Là, c'était donc au banjo, je crois même avoir l'idée de le faire, et puis un style tamouré. Mais il y a aussi la grande mode de l'époque, le huli-guli, qui va s'emparer de ce thème des Tontons Flingueurs. Allez, un petit dernier pour la route, mais il y en a bien d'autres, dans l'esprit peut-être un petit peu baroco-romantique. Voilà. Et jusqu'à la fin, alors la chanteuse à l'église pendant une cérémonie de mariage où il y a encore une explosion qui va arriver et qui nous chante ça presque comme un air façon entre Callas et Marianne James. Alors voilà donc Michel Magne. Alors ça ne sera pas la seule fois qu'on va se faire plaisir musicalement.
le Monocle riz jaune, le troisième du genre, le dernier avec Paul Meurice. Donc, eh bien, il se passe à Hong Kong et en Chine, et on avait demandé, Lautner a demandé de faire quelque chose comme Take Five, parce que Take Five, grand morceau de jazz connu, était trop cher pour des questions de droit. Michel Mann a dit, t'inquiète pas, je vais t'en faire un qui ressemble. Et il a fait ça pour le Monocle riz jaune. Voilà, mais il y a une richesse dans ces musiques de Lautner, il y aurait de quoi faire une journée d'émission. Alors, en 1964, le 11e film de Lautner s'appelle Les Barbouzes. On prend les mêmes ou presque et on recommence. Et voici donc le générique des Barbouzes avec une Marseillaise qui à l'époque n'a pas fait d'émeute particulière. Voilà. On reconnaît quand même l'hymne national, histoire d'espionnage complètement folle dingue, et je crois que Michel Mann et Lautner ils avaient tout pour s'entendre, y compris quand il a fait Gallia, un film beaucoup plus ambitieux, avec Mireille d'Arc, Venantini, un des tontons flingueurs qu'on retrouve dans tellement de films aussi, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Voici un des thèmes d'après Jean-Sébastien Bach. Michel Mann y empruntait, il arrangeait, et chanté par les Swingle Singers, ce groupe de jazz vocal célèbre à l'époque. Une autre ambiance, c'est le 13e film de Lautner. Voilà, tous ces films sont évidemment à voir et à revoir. Ne nous fâchons pas, c'est un petit peu la suite des Barbouzes. Alors Michel Mann était un peu débordé, il a dit écoute, t'inquiète pas, je te présente un de mes collaborateurs, Bernard Gérard, il va faire ça très bien. Ne nous fâchons pas, on retrouve Mireille d'Arc, Michel Constantin, Lino Ventura, André Pousse et quelques autres. Et Jean Lefebvre comme tête à claque, qui en prend d'ailleurs beaucoup dans ce film. Il y a aussi de la musique très british, on est en 66, c'est presque la popitude absolue que Bernard Gérard a su donner à ce film. Alors finalement, on prend les mêmes et on recommence aussi pour ce qui est de la musique. La Grande Sauterelle, un film un peu oublié aujourd'hui, mais il y a toujours Mireille d'Arc, Francis Blanche, Venantini et quelques autres. Eh bien, on reprend Bernard Gérard, finalement, qui a pris la suite de Michel Mann, et ça donne ça. On est bien dans les années 60, dans le style de pop musique, quand même très inventif, très symphonique souvent. Michel Mann aura fait quand même encore Les Bons Vivants,
Fleur d'Oseille, chaque fois avec Mireille d'Arc. Mais en 1968, le 17e film de Lautner va mettre en scène Serge Gainsbourg comme compositeur, qui joue d'ailleurs un petit rôle, son propre rôle, puisqu'il enregistre à un moment donné le générique, tout simplement, qui va servir au film, avec un petit orchestre dans un studio, et Jean Gabin qui arrive dans ce studio tout à fait ébahi. Les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cet air-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, non? Semblable à toi-même, pauvre con. Et oui, Lautner et Gainsbourg sur un fond policier, un peu plus dur que d'habitude d'ailleurs, et Jean Gabin en pleine forme. Cinéphonie avec Jean-Marc Illy sur RCF. Le film suivant, en 1970, c'est un film ambitieux, La route de Salina, se passe aux États-Unis et la musique va être confiée au chanteur Christophe. J'ai déjà fait une émission sur lui et le cinéma puisqu'il a fait d'autres musiques de films. Christophe et un groupe qui s'appelle Clinique, à l'époque dirigé par Alan Reeves. C'est une musique tout à fait étonnante, c'est un mélodrame avec Mimsy Farmer et Rita Hayworth. Et oui, c'est bien Christophe qui chante, qui a composé cette musique pour Georges Lautner. On en apprend peut-être tous les jours. Alors il y aura Laisse aller, c'est une valse, un charmant film avec Jean-Yann, Mireille d'Arc, Jean Constantin, le même Alan Reeves et le groupe Clinique qui vont donc faire une musique très expérimentale. C'est très regardable aujourd'hui. Et nous terminerons avec Il était une fois un flic en 1972. Pourquoi ? Parce que le film suivant, c'est La valise. Et la musique est de Philippe Sard pour 15 films. À partir de là, pratiquement toutes les musiques de Georges Lautner seront signées de Philippe Sard. Ça sera l'objet de la prochaine émission. On va se quitter donc avec Il était une fois un flic. Le compositeur, c'est Eddie Vartan. J'ai déjà eu l'occasion aussi de le présenter comme compositeur, le frère de Sylvie Vartan, et un très grand compositeur mort assez jeune et qui a signé aussi beaucoup de chansons. Voilà, Il était une fois un flic. Eh bien, c'est Michel Constantin, Mireille d'Arc. J'ai l'impression de me répéter. Non, c'est bien toujours les mêmes qui jouent dans ce film. Il y a aussi Michael Lonsdal. Voilà, on se quitte là-dessus. Il avait aussi, après, fait Quelques messieurs bien tranquilles en 1973. Mais c'est surtout La valise qui nous redonnera l'envie d'écouter Lautner à travers sa musique.